voir un avion pressé d'arriver. Vous repartez pour la France en bateau, peut-être parce que vous n'avez pas de nécessité, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons qui vous font préférer le bateau à l'avion? Ah oui, j'aime beaucoup le bateau, j'ai toujours beaucoup aimé le bateau, et ensuite, à bord du bateau, je n'ai pas peur. À bord de l'avion, vous avez peur? Tout le temps. Dans un studio? Aussi. J'ai l'impression d'être en avion. Je décolle au fur et à mesure. Mais vous ne montrez pas de bateau, alors. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans le bateau? Le bateau, il y a beaucoup de choses qui me plaisent, mais la principale chose, c'est que on oublie tous ses soucis à bord d'un bateau. Je n'ai pas plus de soucis que la normale des gens, Qui est déjà beaucoup. j'ai déjà beaucoup de soucis, mais dès qu'on monte sur un bateau, on vit dans une vie spéciale qui fait qu'on oublie tout. Et on n'a plus que les petits soucis de savoir si on aura une bonne table dans la salle à manger, s'il y aura du saumon fumé à midi, quel est le film qu'on présentera ce soir. Et je suis fait pour ce genre de vie. Si j'en parle, vous pensez bien que c'est avec une astuce derrière la tête, c'est pour signaler que votre dernier ouvrage n'a rien à voir avec Astérix. Et c'est un ouvrage qui s'appelle Tous les visiteurs à Terre, qui vient tout juste de paraître, et dans lequel vous décrivez cette espèce de vie communautaire très éphémère qui existe à bord d'un bateau. Il y a des types humains que vous avez observés. J'aimerais bien que vous nous en parliez juste un petit peu avant de passer à autre chose. Oui, eh bien, sur un bateau, même le bateau le plus luxueux devient une pension de famille, avec ses petites jalousies, tout le monde surveille pour voir quels sont les privilèges qu'a le voisin. Or, les privilèges à bord d'un bateau sont gratuits, et ils dépendent du bon vouloir du maître d'hôtel. Et en général, ces privilèges se révèlent sous la forme de crêpes Suzette, parce que les crêpes Suzette, on les flambe et ça se voit de loin. Et c'est ça qui est agréable, c'est de manger quelque chose qui se voit de très loin et les autres le voient. Alors on est heureux comme ça. Alors il y a toutes sortes de gens. Il y a par exemple le couple qui a déjà voyagé sur la Lune et qui connaît le commissaire, ce qui est le cas de ma femme et de moi quand nous allons embarquer sur le France. Et c'est odieux ça. C'est odieux pour le commissaire surtout. Parce que lui, il aurait peut-être envie de faire autre chose que de parler avec ce couple. Il y a également des enfants qui, sur les bateaux, quelquefois, ne sont pas très faciles à supporter parce qu'ils s'ennuient un petit peu. Alors, ça devient une obsession. Il y en a toujours un qui est spécial. L'affreux Jojo. L'affreux. C'est celui qui a le mal de mer quand plus personne ne l'a. Tout le monde a terminé d'avoir mal de mer, mais lui, il est malade. Alors, ça, c'est très déplaisant. Avez-vous observé avec quelle facilité ou quelle difficulté les groupuscules, on dirait maintenant, depuis 1968, des groupuscules se forment à bord des bateaux, comme les gens se jaugent avant des lieux connaissances? Absolument, parce que les gens appartiennent à terre, à une société, et quand ils s'embarquent, ils disent, moi, ce que je veux en voyageant, je veux être seul, je veux qu'on me fiche la paix, je veux être tranquille. Et puis quand ils sont à bord, on leur fiche la paix, ils sont tranquilles, et c'est horrible. Alors ils essayent de faire partie d'une société et ils doivent renouveler enfin tous les efforts. Alors il y a des sociétés plus ou moins chics qui se forment et ce sont des clans très fermés. Et alors tout se dérègle à bord d'un bateau. Moi j'ai fait un voyage où j'ai entendu une phrase qui restera pour moi un souvenir que je vais chérir longtemps. C'est un papa qui disait à sa petite fille, mange ton caviar et tais-toi. Ça, je dois dire que ça vaut la peine de naviguer pour entendre ça. Ça prouve que les bateaux représentent vraiment ce qu'il y a de pire et de meilleur dans la société de consommation. Exactement, exactement. Écoutez, Goscinny, vous êtes prêté, vous avez accepté de vous prêter à un petit jeu et je vais l'expliquer rapidement. Et mais je tiens à dire que vous êtes prêté au jeu, mais vous ne savez pas exactement ce qui va se passer. Il faut bien qu'on soit franc quand on l'est. Hein? Je vous ai mis au courant du fait que au cours du mois de mai, il y a eu, dans le cadre d'une série d'émissions à Radio-Canada, qui d'ailleurs est très populaire, qui s'appelle Tous pour un, il y a eu une série consacrée à Astérix. Et on a demandé à des concurrents, finalement, on a éliminé certains concurrents, on a choisi une concurrente, on lui a posé des questions au sujet d'Astérix. Et la jeune fille s'en est très bien tirée, et j'ai cru que ce serait intéressant de savoir comment le créateur d'Astérix, lui, s'en tirait. Bien sûr, on ne vous fera pas passer tous les tests, mais on va vous en faire passer un qui va arriver sur l'écran d'ici quelques instants, et puis vous aurez 30 secondes pour répondre. Écoutez bien, regardez bien. Astérix et Obélix vont à la plage pour voir ce que font les Normands. Obélix suggère de trouver une astuce pour les faire débarquer.
Les Normands qui veulent apprendre ce que c'est que la peur débarquent d'eux-mêmes au rythme de leur sauvage chant guerrier, je veux voir ma Normandie. Dès le débarquement, grosse basse, le chef normand prend toutes ses dispositions pour un camping bien organisé sur cette nouvelle terre qu'il compte conquérir. Pendant ce temps, Astérix et Obélix se sont cachés derrière une dune de sable. C'est ainsi qu'ils aperçoivent Grosse Basse donner du ordre à 7 de ses hommes pour le campement et les féroces guerriers s'affairent autour des trous. Voici ma question. Quels sont les 7 Normands à qui il a commandé ce travail? Je me demande leur nom. Vous avez 30 secondes, si vous voulez, pour y réfléchir. 30 secondes. Il y avait Bagdad, il y avait Tita, Oui. j'espère qu'on vient d'inventer, il y avait... J'aurais mieux fait de rester chez moi. Un bon mouvement. Ça se terminait en A. Ah oui, là, tiens, ça c'est pas mal ça. Eh bien, les 30 secondes sont écoulées. Et puisque la gagnante est dans la salle avec nous, Mme Gertin, est-ce que vous avez des réponses? Ah oui. Sarah, Épita, Pénota, Complètement Face, Belgas, Matas et Bagdad. Voilà. C'est pas extraordinaire. Écoutez, il serait peut-être utile, Mme Gertin, que vous expliquiez à M. Goscinny quelle est votre méthode de travail, parce que la sienne... Ah oui, la mienne, c'est-à-dire qu'il faudrait pas seulement que je l'écris, il faudrait que je le lise aussi. Comment faites-vous pour tenir le tout ça? Ben, d'abord, j'ai lu énormément de fois, à peu près 30 à 35 fois. Parce qu'en fait, le livre fallait pour le compter. Et puis ensuite, j'ai fait des clics. Et puis, je l'ai appris par cœur. Simplement. Vous mettiez les noms des personnages et tout ça? Oui, les noms les noms de personnages. Les choses qui revenaient souvent, là, je me fais ça ensemble. Bien, félicitations, mademoiselle. Je pourrais avoir les questions pour Uderzo? Alors, j'avais pensé de vous demander maintenant de poser des questions à Mme Gertin, mais comme vous ne connaissez pas les réponses, c'est pas la peine de continuer. Merci beaucoup et bravo. C'est pas vous que je dis ça, hein? Non, enfant. Écoutez, je suis assez fier d'avoir été ridicule au Canada, c'est pas donné à tout le monde. Enfin, c'est pas donné à tout le monde au Canada. Pays par pays, comme ça, c'est une réputation. Exactement. Et vous avez fait des pays, parce qu'on vient à vous maintenant. C'est assez vous humilier maintenant, on va tâcher de construire le stock. Ah oui, j'ai pas été ridicule partout. On va vous construire un petit pavois comme ça. Eh bien, oui. En commençant par les débuts, vous deviez être un petit gosse, mais d'une intelligence remarquable, non? Ce n'est pas la peine d'essayer d'arranger les choses à ce point-là. Non. Non, très honnêtement, j'étais un petit gosse, c'était déjà pas mal. C'est pas un commencement. C'est pas un commencement. Non, la seule chose que j'avais, et ça je crois que c'était glandulaire, j'avais envie de faire rire les gens. J'ai toujours eu envie. Je pense que j'ai fait ma première grimace avant de dire mon premier mot. Je faisais n'importe quoi pour faire rire, même quand j'étais tout petit. C'est la seule chose qui me différenciait des autres enfants. Et encore. Ben, il y avait quand même autre chose qui vous différenciait des autres enfants français, c'est que d'être né à Paris, je ne voudrais pas vous rajeunir, mais vous l'avez dit, mais c'était en 1926, Vous ne me rajeunissez pas. Vous vous êtes retrouvé en Argentine très tôt. Oui, je suis parti en 1928, à l'âge de 2 ans, avec mes parents, bien sûr. Ils ont tenu à m'accompagner. Mon père travaillait à Buenos Aires, en Argentine, et c'est là-bas où j'ai passé toute mon enfance, et même mon adolescence, puisque j'ai quitté l'Argentine 17 ans plus tard. Votre père était, si mes souvenirs sont bons, ingénieur chimiste. C'est là, oui. Et vous étiez vous-même un garçon qui aimait beaucoup s'amuser, faire des farces et attrapes, par exemple. Est-ce qu'on vous donnait des jeux de chimie? Non, non, justement. C'est-à-dire qu'on m'en a donné une fois, mais comme mon père connaissait la question, il a ouvert la boîte, il a étudié les ingrédients et il l'a emporté. Il faut dire qu'on est de retapixé à la maison. Mais à part ça, c'était pas tellement le côté farce et attrape. Moi, c'était plutôt les grimaces, les caricatures, les calembours. Je vous dis n'importe quoi. Il y avait un problème, c'est que j'étais très bon élève.
Et c'est terrible pour des professeurs, un très bon élève qui fait l'imbécile. Parce qu'on ne sait pas quoi en faire, des bons élèves, il n'y en a pas des masses. Il y a toujours un qui est le premier. Et voilà, et c'était moi, et en même temps, je faisais l'imbécile. Alors, ils étaient obligés de me garder, et quelquefois, ça devait être fatigant pour eux. Et Pour eux, d'ailleurs. quelles étaient vos distractions de gosse? Est-ce que vous-même, étant gosse, vous lisiez des bandes dessinées, des bandes comiques? Oui, bien sûr, je le disais. J'ai toujours aimé ça, bien sûr, parce que j'en ai fait mon métier. Cela dit, je n'étais pas un fanatique qui ne lisait que cela. Mais enfin... Quelles étaient les bandes dessinées qui vous plaisaient davantage? C'était les bandes dessinées de l'époque, c'était les Clés, c'était les Bébus, c'était Bécassine, et d'autres bandes moins connues maintenant. Et puis aussi, là-bas en Argentine, on recevait beaucoup de bandes dessinées américaines, que je lisais aussi à ce moment-là. À cette époque-là, les bandes dessinées américaines, c'était Mutt and Jeff, Popeye, Mandrake. Les jumeaux du capitaine, Les jumeaux du capitaine, bien sûr, oui, je lisais tout ça. Ça a été lisé en espagnol, d'ailleurs. En espagnol? Mandrake et el mago. Ah bon, c'est marrant. C'est magique. Alors, je voudrais pas quitter ce sujet brûlant sans vous permettre de dire que votre culture française en Argentine ne se limitait peut-être pas aux bandes dessinées, vous lisiez autre chose aussi. Oui, j'ai lu de nombreux livres de géographie, d'arithmétique, de grammaire, d'histoire, vous savez ce que c'est. Mais enfin, j'ai lu, bien sûr, tous les livres qu'on lit à ce moment-là, que ce soit Balzac, Alexandre Dumas, enfin, Jules Verne, bien sûr. Et puis, j'ai découvert, puisque j'aimais toujours l'humour, et ça me passionnait, j'ai commencé à découvrir les humoristes anglo-saxons, et j'ai été très emballé par eux. J'ai dû commencer par Mark Twain, et puis après Stephen Leacock, et puis Benchley, Pickwick c'est-à-dire Dickens dans les papiers de Pickwick, et tous ces livres-là qui m'ont vraiment emballé. C'est quand même assez extraordinaire pour nous, en tout cas, de penser qu'un tout jeune garçon qui vivait en Argentine pouvait se procurer des ouvrages comme ça. Qu'est-ce que c'était que, pour employer des grands mots, que le climat culturel en Argentine à ce moment-là? À travers vos souvenirs, le climat culturel, je me concerne, je suis mal placé pour y répondre, mais enfin, cela dit, un petit garçon français, quand on allait lui acheter un livre, on allait dans une librairie française à Buenos Aires, et vous savez, ce sont des librairies en général, des librairies de luxe, où on trouve des livres qu'on ne trouve pas habituellement. Et c'est comme ça que j'ai découvert tout ça. Alors, bien sûr, il y avait les humoristes français, ça même au collège, on commençait à vous en parler. C'est comme ça que je suis venu à ces lectures-là, parce qu'après, je les ai cherchées moi-même. Je demandais qu'est-ce qu'il y a de drôle, qu'est-ce qui est amusant, et tout ça. Et est-ce que le goût de faire la même chose vous est venu dès cette époque-là? Ah, le goût de faire le guignol, oui, c'était même avant. C'est parce que j'avais ce goût que j'ai recherché ces livres, c'est en lisant ces livres que ça a confirmé mon goût, bien sûr. Peut-être que si j'avais lu Claudel, ça aurait changé. Mais j'ai l'intention de le lire un de ces jours. Oui. Enfin, vous avez le temps. J'ai le temps, c'est pour ça que je me déteste pas spécialement. Mais à part, à 17 ans, là, à part d'être animé du désir de quitter l'Argentine, vous étiez animé de quel autre désir? Avouable, je veux dire. Qu'est-ce que vous vouliez faire dans la vie? Ah, moi, être un rigolo. Avec, vous savez, mes petits camarades, il est encore temps. Il est encore temps de s'y mettre. Oui, d'ailleurs, je compte le faire bientôt, après avoir lu Claudel. Mais, voyez-vous, mes petits camarades voulaient être chauffeurs de locomotive, pompiers, aviateurs, et aucun n'y a réussi. Moi, j'ai voulu être rigolo et j'y ai réussi. Alors, à mes camarades qui me regardent et qui m'écoutent, vous êtes revenu en France appelé sous les drapeaux ou mu par un sentiment patriotique spontané? J'ai été mu par un sentiment patriotique un petit peu forcé. Je me suis engagé, remarquez, mais c'est que j'avais le choix entre m'engager dans l'armée française ou être mobilisé dans l'armée américaine. Et comme je ne comprenais pas l'anglais à l'époque où l'armée américaine m'appelait, et comme j'aime comprendre quand on m'engueule, alors j'ai choisi l'armée française. Et je suis allé dans l'infanterie alpine, servir la France et faire 20 kilos. Et gagner des galons, non? Ah, écoutez, alors là, ça me gêne beaucoup. Alors, oui, naturel, oui. On est là pour vous rendre service. Vous êtes trop gentil, je suis devenu sergent d'infanterie alpine, une brute galonnée. On a failli me casser une fois de mon grade parce que j'avais fait rire les prisonniers allemands.
Mais ça, c'est de l'intelligence avec Denis. Oui, j'aurais pu être fusillé. Non, je faisais le maniement d'arbres aux jeunes recrues et je leur montrais, ce qui me paraît une méthode didactique excellente, qu'il ne faut pas faire. Et puis, je n'avais pas vu qu'il y avait des prisonniers allemands, la guerre venait de terminer, ils se roulaient par terre, le gars. Alors, il n'était pas là pour ça. Et vous voyez que c'est un bon début de carrière d'humoriste, c'est d'arriver à faire rire les Allemands. Oh oui. Et alors, c'est assez rare chez les Français, mais ça n'était peut-être pas à l'époque. Vous étiez tout jeune, vous veniez de terminer votre service militaire, couvert de gloire, bien sûr, et vous êtes parti pour l'Amérique. Racontez-moi dans quelles circonstances vous avez vécu à New York et ce que vous y avez fait. Pourquoi y êtes-vous allé et pourquoi y êtes-vous demeuré? Eh bien, j'y suis allé un petit peu au hasard. J'ai quitté l'Argentine, je n'avais plus grand-chose à y faire après avoir passé mes bacs. Et... Vos bacs? Oui, nous en avons deux en France. Enfin, je crois, j'ai pas lu les journaux aujourd'hui, mais nous en avions deux dernièrement, en tout cas. Et puis, j'ai fait un court stage comme sous-aide comptable là-bas dans une usine de caoutchouc, où j'ai été remplacé par une machine à additionner. C'est-à-dire avantageusement. Déjà le drame de l'automation. Le drame de l'automation, moi, c'était une toute petite machine. C'est un petit drame. C'était un petit drame. Et alors, n'ayant plus rien à faire là-bas, je suis parti à New York, qui me semblait un endroit plein de possibilités où on ne m'attendait pas spécialement. Et alors, j'ai commencé à travailler comme secrétaire chez un exportateur, secrétaire bilingue. C'est-à-dire que les gens me parlaient en anglais et je répondais en français, je ne comprenais pas. Ah oui, c'était. Alors, je suis resté là-bas quelques mois avant de partir dans l'armée française et j'ai été rapatrié aux États-Unis. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait aux États-Unis quand vous êtes revenu? J'ai chômé. Ah, mais c'est pas très fatigant. Non, j'ai eu une très belle carrière de chômeur. J'ai présenté mes dessins et mes tests à peu près à parce que vous dessiniez. J'ai dessiné à l'époque. Et j'ai présenté mes dessins et mes textes à tous les éditeurs que j'ai pu trouver à New York. Et je ne les ai pas impressionnés. Ça les a fait rigoler ou? Non, il y en a un qui m'a dit que j'avais un style qui aurait été très bien pour illustrer Dickens, mais que c'était dommage qu'il n'éditait jamais de livres de Dickens. Ce qui a été le plus encourageant que j'ai entendu. On me disait souvent d'ailleurs un mot qui m'impressionnait, on me disait « It's too sophisticated ». Ah, vos dessins étaient trop sophistiqués. Et j'étais le seul chômeur affamé sophistiqué du monde. J'aurais bien aimé pouvoir en montrer ces dessins-là, parce que maintenant vous en faites plus, vous faites les scénarios, c'est vous Dervaux qui fait les dessins. Vous les avez pas conservés, ces dessins? Je m'en fous. Faut pas que ça se sache quand même. Non, je n'étais pas un très très bon dessinateur. Et notamment, je n'aimais pas dessiner les voitures. Alors quand mes personnages étaient pressés, ils couraient. Alors il y avait des fois où ça ne me collait pas très bien. Et une fois, je ne pouvais pas faire autrement, j'ai dessiné une collision de 4 voitures. Je ne pouvais pas faire une collision de 4 bons hommes qui couraient, c'était pas la même chose. Et c'était presque la première fois que je dessinais des voitures, et quand c'est arrivé au journal, le secrétaire de rédaction venait d'avoir un grave accident de voiture, j'ai failli me faire virer. Et la chose, c'était une allusion. Je crois que je vais vous forcer à révéler une autre étape importante de votre carrière. Tout le monde connaît ici les publications américaines dans les émissions de télévision qui s'appellent TV Guide. Et c'est une circulation extraordinaire. Les gens qui ont lancé ça, d'ailleurs, ont fait fortune. Figurez-vous que M. Goscinny a voulu faire la même chose, mais après TV Guide. Vous n'étiez pas seul, mais maintenant que j'ai tout dit, racontez le reste. Oui, en réalité, moi, je ne suis pas pour grand-chose, mais enfin, je travaillais à l'époque pour une agence de presse dont le patron travaillait pour un éditeur belge. Or, cet éditeur belge avait eu très peur pendant la guerre pour ses capitaux et il voulait absolument faire une affaire aux États-Unis pour avoir des capitaux en Amérique et être à l'abri des Russes. Ça a mal tourné, ce sont les Américains qui ont gardé son argent d'ailleurs. Mais quand son idée, c'était très simple, faire un hebdomadaire de télévision à New York. Alors nous sommes arrivés là-bas, toute une équipe, nous étions 2, dont seulement moi parlais l'anglais. Et nous avons appelé ça TV Family, nous n'avions jamais vu la télévision. De toute façon, mon patron avait un poste, mais il ne l'allumait pas parce qu'il ne comprenait pas l'anglais.
Et nous avons fait 14 numéros, mais enfin, il est arrivé quand même, nous sommes arrivés à vendre 900 exemplaires. Alors, sur New York, c'est vraiment un record. C'est déjà un record sur New York. Il faut le faire. Oui, je me souviens, on avait un petit journaliste américain qui était conforme au film qu'il avait dû voir. Il avait le chapeau sur la tête, les bretelles, le carton de café, et qui me disait en montrant par la fenêtre du 24e étage les gens dans la rue, il disait, ces gens-là veulent savoir. Et moi, je disais, pourquoi est-ce qu'ils n'achètent pas alors? C'est pas celui-là qui a voulu un jour se plaindre de vous à votre patron? Ah non, ça c'est un autre qui était arrivé, parce que moi je servais comme interprète. Donc j'étais le seul qui pouvait faire la liaison. Et un jour, il y a eu quelqu'un qui m'en voulait beaucoup, pour des raisons d'ailleurs mystérieuses que j'ai un peu oubliées. Et alors il a voulu parler à mon patron pour se plaindre de moi. Et mon patron a dit, bon, très bien, viens, puisqu'il fallait que je serve d'interprète. Alors il était très gêné, le type. Il disait, oui, non, mais je ne veux pas parler devant lui. Alors je traduisais, il ne veut pas parler devant moi. Alors l'autre me disait, bah, dis-lui que s'il ne veut pas parler devant toi, il ferait mieux d'aller boire un café, parce que ça ne servira à rien. Et alors il a commencé à dire des choses désagréables avec une voix qui se brisait peu à peu, que je traduisais. Et finalement mon patron excédé a dit, tu te débrouilles avec lui. Alors, la conversation s'est poursuivie assez rapidement d'ailleurs. Après, on pourrait appeler l'échec de Télé Family. Oh, pour moi, c'était plutôt rigolo. Mais pour mon patron et mon éditeur, c'était un échec. Oui, ça a coûté assez cher, oui. Et alors, à ce moment-là, vous êtes rentré en France en disant, c'est là que je finirai mes jours. Exactement. J'ai dit, c'est là que je finirai mes jours, et on m'a aussitôt fait repartir pour les États-Unis. Mais ça n'a pas duré, c'était un an. Ça a été un an, oui. J'étais correspondant de cette agence à New York, ça n'a duré qu'un an. Et c'est alors que vous êtes revenu en France en disant, c'est là que je finirai mes jours. Oui, et pour l'instant, il semblerait que ça continue. Enfin, plus tard, ça. Oui, mieux, bien sûr. Alors, il restait longtemps. De quand date votre rencontre avec Uderzo? Parce qu'Uderzo, c'est le type qu'on n'invite pas. C'est lui qui fait le boulot, c'est lui qui fait les dessins. C'est lui qui marie les gens, mais on n'invite pas, on invite aussi. Mais il faut bien qu'il y en ait un des deux qui travaille, quand même. J'ai connu Uderzo en 1951. Nous avons été engagés ensemble dans cette agence de presse. Et dès le jour où nous nous sommes connus, nous avons sympathisé, nous avons travaillé ensemble immédiatement. À faire quoi? Oh, nous avons fait des tas de bandes dessinées pour commencer. Et également, nous travaillions pour un hebdomadaire féminin. Et je faisais, ça ne se voit pas comme ça tout de suite, mais je faisais une rubrique de savoir-vivre. En bande dessinée? C'est-à-dire, je faisais un texte et Uderzo illustrait. Vous savez, des choses très fines, très subtiles. Si vous êtes invité, ne vous nettoyez pas les chaussures avec les rideaux. Enfin, et Uderzo illustrait ça. Et puis après, nous avons fait beaucoup de séries dessinées ensemble avec Uderzo, qui me sert de talent. Quand on a Uderzo comme dessinateur, on peut voyager. C'est clair. Ce qui est tout de suite très bon. Et alors, nous avons fait donc toutes ces séries jusqu'au moment où, en 59, nous avons créé le journal Pilote. Et pour créer Pilote, il fallait une série et ça a été Astérix. Oui, vous le dites comme ça facilement, il fallait une série, ça a été Astérix. Mais Astérix, c'était un boom extraordinaire et je crois qu'il vaut le coup de raconter dans quelles circonstances, par quel lent cheminement, Uderzo et vous avez créé non seulement Astérix, mais Obélix, Tyrannosaurus et tous les autres que vous aviez appris à connaître par cœur. Eh bien, comment ça s'est passé? Eh bien, il a été écrit des tas de thèses et d'articles au sujet de la création d'Astérix en montrant de quelle façon Uderzo et moi-même avons fait une étude de marché, avons pensé à différents problèmes sociologiques, philosophiques, matériels, financiers pour créer Astérix. En réalité, nous nous sommes réunis chez lui un après-midi et puis on a dit il va falloir faire quelque chose. Et alors, on a cherché dans quelle époque placer des personnages pour trouver quelque chose. Et nous avons commencé par la préhistoire, ça ne nous intéressait pas. Et puis tout d'un coup, on a pensé aux Gaulois. Et immédiatement, nous avons eu le sentiment que c'était la chose à faire et tout a été inventé en 2-3 heures de temps. 2-3 heures de temps. Ah oui, on a bien fait de pas aller au cinéma ce jour-là. Oui, d'accord. Et vous êtes mis d'accord tout de suite sur les personnages? Sur les personnages, oui, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Uderzo voyait Astérix très grand, et moi je le voyais tout petit.
Alors, nous avons discuté un petit moment, et puis finalement, il en a dessiné un petit, mais en revanche, il a dessiné Obélix. Alors, je lui ai laissé le gros. Et c'est à partir de cet après-midi-là que la série a commencé à démarrer. Oui, Est-ce que vous y croyez vraiment? Si vous avez dit, on a une idée sensationnelle, ça va être traduit en anglais, en italien, en espagnol, en suédois, en allemand. Non, bien sûr que non. Alors, vous savez, évidemment, quand on invente quelque chose, on espère que ça aura du succès. Mais enfin, le succès normal et restreint qu'on peut espérer. Le seul sentiment que nous avons eu, c'est que nous étions tombés sur une idée très simple et tellement simple qu'elle avait été oubliée. Et les meilleures idées sont finalement les plus simples. C'est un peu le fil à couper le beurre. Et on s'est dit, tiens, les Gaulois, finalement, la première leçon que l'on apprend en histoire en France, c'est nos ancêtres les Gaulois. Et alors, nous nous sommes dit, ben, tiens, on les avait oubliés, ceux-là. Et alors, les noms, par exemple, sont mis très vite, et puis ça nous a amusés de le faire. Et ça, c'est un bon sentiment, quand vous commencez en vous amusant. Vous parliez tout à l'heure des thèses qui ont été faites a posteriori. On a voulu expliquer la genèse d'Astérix. Ces thèses-là vous ont prêté aussi toutes sortes de motivations tirées de la psychologie des profondeurs. Bon, on m'a même expliqué que je ne comprenais pas ce que je faisais. C'est possible, après tout. Mais c'est extraordinaire ce qu'on a pu trouver dans Astérix. D'abord, on nous a fait passer par tous les partis politiques, y compris certains que je ne connaissais pas. Mais chaque fois qu'il y a une élection, d'ailleurs, tous les partis nous demandent Astérix. Pour la dernière, c'est encore arrivé. On nous a vu d'extrême droite, d'extrême gauche, du centre gauche, du centre droit, du centre entre le droit et le gauche, enfin, le centre, les radicaux socialistes, les socialistes radicaux. Et c'est incroyable ce qu'on a pu lire. On nous a expliqué, notamment, alors évidemment, avec le général de Gaulle, on nous a expliqué qu'Astérix, c'était le général de Gaulle. Et une fois, on me disait ça publiquement, je dis, mais il est tout petit, Astérix, alors c'est pour casser votre jeu. Il y en a un autre qui avait trouvé que la potion magique représentait l'homme providentiel, c'est-à-dire de Gaulle. C'est-à-dire que c'était le gars qui voyait de Gaulle dans la soupe. Ça vous a l'idée de voir que les théoriciens essayaient de... Ah, mais nous avons passé d'excellents moments. Vous savez, non seulement il faut que les sociologues vivent, mais il faut bien que nous en s'amuse aussi. Et alors, ça a été extraordinaire parce que nous avons lu des choses absolument insensées. Et constamment, d'ailleurs, ça ne s'arrête pas spécialement maintenant. De temps en temps, ça ressort. Alors, on nous explique que, par exemple, les Français sont heureux. Le succès d'Astérix vient de ce que les Français se retrouvent dans nos personnages. Alors, quand on voit la tête de nos personnages, bah, c'est un peu surprenant. Oui, c'est ce que Rigaud appelait les intellectuels de broussailles. Voilà. Il y a eu un journaliste suisse, qui m'a demandé si vous ne croyez pas que le succès d'Astérix est dû au nationalisme des Français. Je lui ai dit, est-ce que c'est un succès chez vous? Il dit, ah oui, un grand succès. Merci, monsieur, d'aimer la France. Il n'y a pas aussi un Américain qui croyait qu'Astérix était un personnage véritable, réel. Ben, c'est-à-dire, il m'a demandé, c'est un correspondant d'un grand journal new-yorkais qui m'a demandé quelle était l'opinion d'Astérix sur la guerre du Vietnam. Celui-là, il avait le pompon quand même. Est-ce que les mêmes théoriciens qui se sont livrés à des tas d'études sur Astérix et sur ses compagnons vous ont donné des renseignements sur le genre de public lecteur que vous avez, ou si vous avez d'autres façons de savoir qui lit Astérix? D'abord, est-ce que vous écrivez pour les gosses ou pour ceux qui sont tombés en enfance? C'est-à-dire pour ceux qui sont tombés en enfance, ce qui doit être mon cas, j'imagine. Non, en réalité, je ne vise pas spécialement les enfants ni les adultes. J'essaie de faire quelque chose qui amuse, c'est tout. Et écrire pour les enfants, c'est un métier. Pour moi, en dessous de 10 ans, en dessous de 8 ans, c'est un métier très difficile que je ne connais pas. Sinon, les enfants, c'est très difficile à définir. L'âge mental d'un enfant, ce qu'un enfant peut comprendre. Pour moi, un enfant de 12 ans qui a le sens de l'humour sera plus intéressé par l'humour qu'un homme de 40 ans qui n'a pas le sens de l'humour. Par conséquent, il n'y a pas réellement d'âge. Pour ce qui est de qui lit Astérix en France, il y a eu un sondage spontané, celui-là de l'IFOP, de l'Institut français d'opinion publique, qui a prouvé qu'il y avait un Français sur 4 qui le connaissait. Par conséquent, ça couvre à peu près tout. Mais alors que les gens nous donnaient toutes ces explications très, très sérieuses de l'intérêt que les lecteurs portaient
à Astérix, quand nous voyons les lecteurs, quand nous signons, nous dédicaçons des albums, les gens nous parlent et ils nous disent quelque chose qui nous fait très plaisir. Ils nous disent pas on se retrouvait là-dedans entre Français, etc. Non, ils nous disent on a bien rigolé et pour nous c'est ça qui est merveilleux. Est-ce que vous croyez que toute sociologie mise à part, ça peut être une raison de vivre pour un humoriste que de faire rigoler? Bah, vous savez, pour moi, un humoriste n'a pas de but, n'a pas de mission spéciale. Un humoriste est un être inutile. C'est peut-être pour ça que c'est agréable d'en avoir un. Enfin, j'espère. Non, il n'y a pas de but. J'aime faire rigoler. Je ne peux pas l'expliquer pourquoi j'aime faire rigoler, mais j'aime ça. Alors, à partir du moment... Vous savez, quand vous faites rigoler quelques copains, à ce moment-là, vous êtes un humoriste pour noces et banquets. Quand vous ne faites rigoler personne, vous êtes soit un imbécile, soit un précurseur. Quand vous faites rigoler suffisamment de gens, ben vous pouvez vous dire que vous êtes un professionnel. C'est peut-être mon cas, du moins je l'espère. Ça rigolait encore quand je suis parti. J'espère que ça rigolera encore quand je rentrerai. Dans Astérix, dans les aventures d'Astérix de Gaulois, il y a presque uniquement des hommes, et pourtant Astérix a fait des petits... il y a eu une exploitation publicitaire, tant mieux pour vous d'ailleurs, qui a conduit à toutes sortes de choses. Il y a eu des objets, par exemple, des jouets pour enfants. Je crois qu'on en voit à l'écran en ce moment, on va le voir dans quelques secondes, des petits jouets de caoutchouc qui se vendent. Il y a eu des exploitations publicitaires de toutes sortes, donc. Et celle qui a été la plus intéressante, si je ne m'abuse, c'était les longs métrages de dessins animés qu'on a fait. Voulez-vous raconter un peu ce qui vous a amené à transformer la bande dessinée en dessin animé? Oui, bien sûr. Vous savez, c'est une chose qui est très tentante, bien sûr, de voir bouger ces personnages. Et par conséquent, quand nous en avons eu l'occasion, tout de suite, nous avons sauté sur cette occasion et nous avons commencé à faire des longs métrages. Nous avons l'intention d'en faire encore. En Europe, ce n'est pas très facile à faire. Il n'y a pas tellement d'équipes constituées. Et c'est un très, très gros travail. Mais enfin, maintenant, on commence à avoir une équipe qui commence à connaître nos personnages. Et alors, avec Uderzo, nous avons donc dirigé cette réalisation. Là, je vous interromps pour dire que le premier des longs métrages que vous avez fait est déjà passé à Montréal. C'était Astérix le Gaulois. Le deuxième, parce qu'il y en aura plusieurs autres, vous venez de le dire, le deuxième, c'était Astérix et Cléopâtre. Et nous avons sous la main un tout petit film qui montre quelques-uns des procédés de fabrication que nous allons maintenant faire voir dans quelques instants. Oui, Astérix, plus de 200 personnes. Il a fallu aux équipes de Bellevision 650 kilos de peinture, 3000 pinceaux, 100 000 dessins, 400 hectares de désert de sable et 2 légions romaines groupant 10 000 hommes et 118 centurions. Au départ de cette entreprise, il y a le crayon d'Albert Uderzo dessinant des personnages. Avant sa version définitive, le scénario de René Goscinny a connu plusieurs ébauches. L'auteur a longtemps hésité avant de choisir l'héroïne digne de figurer aux côtés d'Astérix dans cette nouvelle aventure. C'est Cléopâtre qui l'emporta, et avec elle sur l'écran apparaîtra bientôt la beauté fastueuse de l'Égypte des pharaons. Un film de ce genre existe d'abord sous la forme d'une série de petits croquis dessinés très simplement, autour desquels se réunissent des messieurs qui ne ressemblent pas du tout à des personnages de dessin animé. À chacun des héros correspond une série d'attitudes qui lui permettent de se mouvoir avec grâce et distinction. Les animateurs sont les véritables metteurs en scène de chacun des personnages. Pour faire un dessin animé, il faut animer des dessins. Est-ce que c'est vraiment si amusant que ça à faire? Je ne parle pas de la pile de papier froissé, là. Les 2000 premières heures, oui.
C'était une excellente réponse. Et ça prend combien de milliers d'heures pour en faire un film? C'est un très très gros travail. Ouais. C'est un très très gros travail parce que quand il y a quelque chose qu'il ne faut pas, il ne suffit pas de dire aux comédiens on refait la scène, il faut la redessiner, il faut la revoir, on étudie des mouvements. Alors quand vous êtes dans une salle noire sur un écran, vous passe toujours le même mouvement qui revient, et ben pour rester réveillé, c'est déjà un problème. Non, c'est très très. Je crois qu'il faut vous rendre cette justice que c'est à peu près une des premières fois en France qu'on arrivait à faire du dessin animé qui avait la qualité professionnelle de ce que les Américains font depuis quelques années. Oui, enfin, disons que nous essayons. Et en ce qui vous concerne, lorsqu'il s'agit d'un long métrage, vous continuez d'écrire le scénario. Ah oui, bien sûr, et Uderzo fait les model sheets et nous faisons ensemble le storyboard qui est donc le scénario dessiné. Nous travaillons donc à peu près de la même façon que pour la bande dessinée. Parce que ce qui est amusant, vous avez dit tout à l'heure que vous aimiez dessiner quand vous étiez jeune, vous ne voulez pas montrer ce que vous avez fait. Et vous m'avez dit aussi, mais pas durant l'émission, que Uderzo, lui, écrivait des scénarios. Et maintenant, c'est l'inverse. C'est ça, oui. C'est-à-dire, lui, il écrivait ses scénarios et moi, je dessinais les miens. Et alors que nous nous sommes connus, nous avons décidé de nous spécialiser, pour ainsi dire. Lui, ça ne l'amusait pas tellement d'écrire et moi, ça ne m'amusait plus tellement de dessiner. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à cette collaboration. Je vous disais tout à l'heure que dans les séries d'Astérix, il y a pas beaucoup de femmes. Il y a surtout des hommes. Il y a Cléopâtre, bien sûr, il fallait bien puisque c'était le titre. Et puis il y a comment elle s'appelle la jeune fille Je peux répondre. Falbala. Bravo. Vous gagnez un sou. Elle s'appelle Falbala. Je crois que ce sont les deux dans le chaudron. Il y en a. Ah oui, le mais dernier, maintenant là, il y en a. Chaudron. Oui. Non, la raison pour laquelle il n'y avait pas beaucoup de femmes dans Astérix, c'était dû à une double raison. La première, c'est que nous avons une commission de surveillance de la presse des jeunes qui n'était pas tellement pour le mélange des sexes dans les bandes dessinées lues par les enfants. Elle était pour le mélange des sexes dans quelles circonstances alors? Je n'ai pas eu l'occasion de leur demander, mais enfin, du fait qu'il y a toujours des membres de cette commission, il faut bien qu'à un moment donné, enfin, pour passer. Et alors, par conséquent, il fallait faire très, très attention. Et puis, la deuxième raison, et celle-là, c'était celle qui nous importait le plus, c'est qu'un bonhomme peut être grotesque, peut être laid et rester sympathique. Je crois que c'est le cas d'Obélix, par exemple. Tandis que quand on dessine une femme qui est laide, ce n'est pas sympathique, ce n'est pas agréable à voir. Au fond, on a dit que nous étions des misogynes à un moment donné, mais ce n'est pas vrai, c'est plutôt le contraire. C'est qu'on a trouvé que de rendre une femme grotesque en dessin, c'était ni drôle ni agréable. Et finalement, si nous avons mis des femmes, c'était surtout pour voir la réaction de nos bons hommes vis-à-vis de ces femmes. Et Falbala, elle était là surtout pour voir la réaction d'Obélix. Obélix amoureux, c'est une chose qui nous amusait. Mais enfin, disons qu'elle joue un rôle de catalyseur plutôt qu'un rôle actif. Il y a une tradition, une mode toute récente dans les bandes dessinées qui a introduit l'érotisme. Ça a commencé par Barbarella, je crois. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de bande dessinée? Eh bien, je pense que ce sont enfin les vraies bandes dessinées pour enfants. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que ce sont ces bandes-là que les enfants lisent en cachette. Voyez-vous, nos bandes à nous, à un moment donné, c'était les adultes qui les lisaient en cachette, donc les plus intéressés. Et là, ce sont les enfants qui les lisent en cachette. J'ose espérer que les adultes ont autre chose à se mettre sous la dent que ce qui est dessiné sur ces bandes. Mais moi, je crois que c'est ça. Enfin, je crois que ce n'est pas autre chose. C'est une mode qui s'adresse aux enfants. Et je crois d'ailleurs que le mélange de l'érotisme, bien sûr, je n'ai rien contre l'érotisme, mais l'érotisme et l'humour se mélangent mal. Quand il y a quelque chose qui est érotique, ça ne vous donne pas spécialement envie de rire. On pense à autre chose. Et quand on mélange l'érotisme et l'humour, on tombe assez vite dans la pornographie. Oui, ça, c'est pas marrant. Uderzo et moi, nous ne trouvons pas pour l'instant le besoin de faire de la pornographie, non. Dans cet aveu dépouillé d'artifice. Est-ce qu'on vous a déjà fait le reproche qu'il y avait trop de violence dans les aventures d'Astérix? Parce qu'il faut avouer qu'on se tape sur les pectoraux et les zygomatiques assez souvent. Hein? Oui, mais... Avec un goût de potion magique et paf!
Effectivement, seulement voyez-vous, dans nos histoires, quand quelqu'un reçoit un menhir sur la tête, il en retire une légère migraine et une grosse contrariété. C'est à peu près tout. Il n'y a jamais de blessés. Il y a simplement des gens de mauvaise humeur. C'est une violence qui se passe souvent en coulisses et qui ne fait jamais mal. Alors, par conséquent, c'est une réponse facile, mais dans une autre histoire que j'écris, Lucky Luke, qui est une histoire de cow-boy, eh bien, depuis 14 ans que je fais cette histoire, il n'y a jamais eu un blessé par balle, ni un blessé par flèche. Et ça, il faut le faire. Lucky Luke, parlons-en, puisque vous en parlez. C'est assez étonnant que ce soit un Français qui s'inspire du Far West américain. Oui, au départ, ce n'était pas un Français tout de même, c'était un Belge. Oui, mais il y a deux sortes de Belges, il y a les Belges et les Français. Oui, c'est ça. Non, Lucky Luke a été créé par Maurice, que j'ai connu à New York, et c'est un dessinateur belge, et il a fait ses propres histoires pendant environ 6 ans. Et moi, je l'ai repris à partir de 1955. J'ai fait les scénarios. Mais vous savez, le Far West, d'abord, nous avons vécu aux États-Unis, lui comme moi. Par conséquent, nous avons pu nous documenter sur place. Ensuite, il y a le fait qu'après la guerre, la Belgique surtout, et la France aussi, mais surtout la Belgique, était très sous l'influence américaine. On était très admiratif de tout ce qui venait des États-Unis. Et par conséquent, on peut dire que c'était fait avec presque un sentiment américain. Et la documentation qui est énorme pour le Far West, le fait d'avoir vécu, fait que nous faisons un personnage qui, je crois, pourrait être fait par des Américains. D'ailleurs, beaucoup de gens l'ont cru que c'était une série américaine. Remarquez que je ne suis pas un spécialiste de Lucky Luke et je n'ai pas l'intention de me présenter au concours de Tous pour un, mais le peu que j'en ai lu m'a paru parfaitement compatible avec ce qu'on connaît de l'histoire. Il n'y a pas d'erreur grossière au point de vue historique. Non, parce que nous nous documentons et même en nous nous amusant dans l'histoire que je suis en train d'écrire maintenant, il y a un personnage de Français, mais qui est le Français vu par les Américains, comme on en voit dans les films. Il s'appelle Jules Framboise, il porte un chapeau melon, il entre dans les saloons pour boire du vin rouge, il dit « oulala », et il appelle tout le monde monsieur et il les embrasse sur les 2 joues. Dites-moi, est-ce que vous avez le temps de vous intéresser à aux autres bandes dessinées, celles de vos concurrents, il faut bien les appeler concurrents, même si ce sont des amis. Je les appelle les confrères, oui. Oui, ben, je m'y intéresse pour 2 raisons. D'abord par goût, bien sûr, et puis ensuite professionnellement, parce qu'en dirigeant un journal, je suis tout de même obligé de lire des bandes dessinées, ne serait-ce que celles qui passent dans le journal tout de même. Et puis j'aime bien ça, j'aime bien les bandes dessinées, bien sûr. Vous connaissez les bandes dessinées américaines? Oui, bien sûr. Quelles sont vos favorites? Peanuts, j'aime beaucoup Peanuts. J'aime beaucoup Pogo. Puis tout un tas de séries. Maintenant, évidemment, j'ai un peu perdu le contact avec ces séries. Il y a eu un moment où j'aimais beaucoup les Labner, mais enfin, je ne l'ai pas lu depuis très longtemps. Enfin, il y a pas mal de séries que j'ai bien aimées. Et, est-ce que vous croyez qu'une série comme Peanuts, avec des personnages aussi typés que le timide Charlie Brown et la sadique Lucy, puis le chien mythomane, que ça pourrait avoir du succès en France? Est-ce que c'est possible d'imaginer qu'une série comme Peanuts paraisse en France? Ben, c'est-à-dire, voyez-vous, moi je l'ai lu en anglais. Ce qu'il y a, c'est même pas une question de traduction. Je crois que c'est quelque chose de typiquement américain. C'est une parodie, et une parodie au 2e degré, vraiment, de la psychologie américaine, de tout ce qui intéresse très directement les Américains et tout ça. Je crois qu'en France, où ça a un certain succès, ce n'est pas compris comme ça. En France, on a l'impression que le comique vient du fait que ce sont des enfants qui parlent comme des adultes, alors que ce n'est qu'une faible partie du comique de Peanuts. Et c'est le problème de l'humour qui voyage, d'ailleurs. C'est une denrée qui voyage aussi mal que le camembert. En tout cas, c'est non seulement un signe des temps, mais un signe de l'importance sociologique des bandes dessinées, qu'une bande comme Peanuts, par exemple, ait vu 2 de ses principaux personnages, c'est-à-dire Charlie Brown et Snoopy, donner leur nom au module lunaire, à la fusée Apollo 11, qui est allé tout près de la Lune. Ah oui. Oui, c'est formidable. Nous en étions tous très fiers, tous ceux du métier. Nous avons eu une petite expérience quand la France a lancé un satellite. Est-ce qu'elle a lancé un satellite? Oui, on l'a récupéré d'ailleurs. Ah bon? Eh bien, il s'appelait A1.
C'était son titre officiel et tous les techniciens de la base de lancement et tout le monde l'avait baptisé Astérix. Alors nous avons appris ça par la presse. Le premier satellite français, et l'avant-dernier d'ailleurs, s'appelait Astérix. On vous avait demandé la permission, non? Non, on ne nous a pas demandé la permission. Nous avons appris ça comme ça. J'ai été C'est quand même extrêmement flatteur. Ah, c'est très flatteur. C'est très flatteur. Vous savez, on passe son temps à chercher les choses qui peuvent être drôles à mettre dans la bouche des personnages et il devient célèbre quand il fait bip bip. C'est curieux. On parlait tout à l'heure de traduction. Astérix est traduit en plusieurs langues. Est-ce qu'il est Oui. possible de traduire Astérix en respectant l'esprit? Oui, je crois que c'est possible. D'ailleurs, il y a eu des traductions, et notamment une traduction anglaise faite en Angleterre, qui est bien, très bien faite. C'est-à-dire que les noms, c'est facile de trouver une équivalence. Et puis, quand il y a quelque chose qui est peu traduisible, il faut trouver, bien sûr, une adaptation. Et ils l'ont très bien fait. Il y a plusieurs traductions bien faites. Ce qui nous permet de traduire mieux les choses maintenant, c'est que la vie s'est un peu standardisée dans les différents pays. C'est-à-dire que les embouteillages existent partout maintenant. Les grands immeubles existent partout. Et alors, quand nous parodions ces choses-là, ça peut être compris dans d'autres pays assez facilement. Mais quand, dans la plupart des albums d'Astérix, les légionnaires romains se reçoivent en pleine poire des tas de nions, est-ce que les Italiens d'aujourd'hui acceptent facilement que leurs ancêtres, les Romains, se fassent battre comme ça? Mais oui, et d'ailleurs, ça nous a étonnés. Nous étions tout de même un peu inquiets, mais ça prouve qu'ils ont le sens de l'humour. En tout cas, ils ont très bien traduit eux aussi, et ça marche très bien. Et nous avons découvert, d'abord, nous ne faisons pas la parodie des Italiens. Nos personnages sont les Romains, ce ne sont pas des Italiens, on ne fait pas les plaisanteries habituelles sur ce qu'ils mangent, etc. Et alors, il y a deux choses. D'abord, pour eux, ce sont des Romains très lointains. Et puis ensuite, on a découvert un petit truc, c'est que les gens qui ne sont pas de Rome, les Italiens qui ne sont pas de Rome, ils aiment bien qu'on se moque des Romains. On dit, ils sont fous, Eh oui, ces ils sont Romains. fous, ces Romains. C'est comme les Parisiens en France, finalement. Eh bien, revenons à vous, parce que j'ai dit que vous étiez humoriste professionnel. Il faut... Ça se voit pas trop. Hein. Est-ce qu'il existe quelque chose qui s'appelle l'humour français qui soit répandu au même titre que l'humour anglais, si vous y voyez des différences? Oui, non, je ne crois pas. Enfin, il y a, bien sûr, chaque pays a son humour. Moi, personnellement, je suis très, très, très partisan. J'adore l'humour anglo-saxon. Ça, c'est incontestable. Il y a bien sûr un humour français qui est l'humour d'Alphonse Allais et puis surtout de tout un tas d'humoristes qui existent maintenant. Mais certaines choses n'existent pas. Il n'y a pas, par exemple, ces humoristes qui écrivent des petites nouvelles. Il y en a peu, en tout cas. C'est un style qui n'existe pas tellement en France et c'est un peu dommage. Chez les humoristes français contemporains, quels sont ceux qui vous inspirent une affection particulière? Oh, ben, il y a des tas de gens que j'aime bien, qui sont des gens que je connais, des amis comme Francis Blanche, comme Jean-Yann, comme Raymond DeVos, Poiret Serrault, Roger Pierre, Jean-Marc Thibault. Enfin, ce sont des gens très, très amusants. Il y avait le vieux Pierre Dac aussi, Oh, qui était Pierre le père. Dac, alors là, c'est ma passion, Pierre Dac, qui commençait tous ses grands discours par Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mon général, ma sœur. Francis Blanche, vous le connaissez assez bien. Je crois même que vous allez le remplacer à l'antenne de Radio Luxembourg à l'automne. D'Europe. D'Europe, numéro 1. C'est la maison en face. Je le remplacerai plus maintenant. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans la forme d'humour de Francis Blanche? Et disons, si vous racontiez un truc que fait Francis Blanche qui vous fait rire, vous, ce qui est une façon de vous demander qu'est-ce qui vous fait rire dans la vie? Eh bien, Francis Blanche, il a, entre autres, cette qualité que je n'ai pas et qui est de faire dans la vie des farces énormes pour son propre plaisir. Et ça, il faut le faire. Une des blagues les plus célèbres qu'a faite Francis Blanche, il avait une vieille 4 chevaux qu'il avait garée dans une rue et il avait acheté une superbe voiture américaine, ce qui, quand même, en France, est plutôt rare, mais alors, la chose superbe. Et alors, il essayait de garer sa voiture, il y avait peu de place, et il donnait des grands coups dans la 4 chevaux. Mais alors, des grands coups en disant « Salaud de pauvres, les pauvres ont des voitures !» Alors, ça me tait. Et ces pauvres-là qui lâchent leur voiture comme ça. Et finalement, on a failli le lyncher. Et il y a un agent de police qui a dit « Monsieur, que faites-vous, vos papiers ?» Et il a dit « Mais il n'y a aucune loi en France qui m'empêche de démolir ma voiture. » Effectivement. Et bien, faire ça tout seul et risquer d'être lynché, c'est formidable. Une fois, il avait acheté une autre voiture, il aime bien ça d'ailleurs, et il avait serré la direction très fort, et il a descendu les Champs-Élysées
en agitant ses petits bras en l'air et disant « Comment est-ce qu'on arrête? Comment est-ce qu'on arrête ?» C'est pas lui qui avait passé la frontière en fraude? Oui, il avait acheté un réfrigérateur en Suisse et il le passait en France. Et il avait mis le réfrigérateur dans son coffre, qui n'était pas tout à fait fermé, il l'avait recouvert avec des jupes de sa femme. Et quand il est arrivé à la frontière, le douanier l'a reconnu, tout le monde reconnaît Francis Blanche. Il dit « Ah, monsieur Francis Blanche, vous n'avez rien à déclarer ?» Il a dit « Un réfrigérateur sous les jupes de ma femme. » Allez, passez, monsieur Francis Blanche. Ça ne nous a jamais tenté de quitter le travail que vous faites, en fait, de quitter de temps en temps et de monter sur la scène, de faire comme les chansonniers, comme Rocca, comme De Vos, comme Blanche, justement, comme Jean-Yann, comme les autres? Non, parce que je n'ai pas d'abord leur talent et ensuite, je sais que ça va vous surprendre, mais je suis timide. Alors, moi, de me présenter... Déjà, ça, de le dire, ça demande du courage. Ça demande du courage de le dire, déjà. Non, mais je n'ai pas cette facilité qu'ils ont de se présenter et de faire ces choses-là. Ça demande quand même, vous connaissez les plaisanteries téléphoniques de Francis Blanche qu'il faisait sur l'antenne. Il y en avait des remarquables. Il téléphonait une fois, par exemple, il a téléphoné à un magasin qui vendait des appareils pour la surdité. Alors il disait « Allô, c'est bien le magasin pour les appareils contre la surdité ?» « Oui, monsieur. » Quand lui disait, et lui il disait « Non, je vous demande si c'est bien le magasin où on vend des appareils. » Alors c'était un dialogue extraordinaire. Ben, ça, je n'oserais pas le faire. Quant à vous et à Uderzo, par voie de conséquence, on peut dire que vous avez eu une veine extraordinaire. Et ça, c'est la façon dont les petits copains expliquent le succès des autres. Ils disent « Ah, ils ont eu de la veine. » Est-ce que ce succès, parce qu'il faut bien le dire, c'est un succès international extraordinaire et ça s'accompagne d'une certaine aisance. Est-ce que ce succès a déterminé chez les petits copains de l'irritation, de la jalousie, de l'envie? Est-ce que ça vous ennuie personnellement ou comment vous réagissez? Disons que à partir du moment où nous avons eu du succès, nous avons eu des ennemis, mais jamais nos ennemis n'ont été aussi gentils avec nous. C'est à peu près ça qu'on peut dire. Non, il y a eu bien sûr quelques mouvements de jalousie, il y a eu enfin des choses qu'on a dites. On n'aime pas tellement le succès chez nous, il faut bien le dire. Mais enfin, ça n'a pas été bien terrible, et d'autant plus que Uderzo et moi, nous avons opposé une grande force d'inertie. Nous ne sortons pas tellement, on ne nous voit pas tellement, alors par conséquent, dire des choses derrière le dos des gens n'est intéressant que si les gens finissent par le savoir. Or, comme nous n'écoutions pas, alors ça c'est très bien. Quand vous avez commencé à travailler, j'imagine que vous avez l'ambition de tout travailleur honnête. On va faire un bon boulot et puis un bon jour, on pourra avoir suffisamment de fric pour faire à peu près ce qu'on veut. Ça m'amène à vous demander de quoi se compose une journée de Goscinny. Ah, mais je suis entièrement libre, je fais tout ce que je veux. C'est-à-dire, j'ai un rendez-vous toutes les 10 minutes, bien sûr. Et puis, je travaille beaucoup. Il y a des coups de téléphone, il y a différentes choses, et puis j'écris mes textes, je dirige mon journal, je parle avec ma femme, je caresse mon enfant. Oui, mais est-ce que tout ça, sauf parler avec votre femme, c'est pas devenu un esclavage? Ben, c'est l'esclavage librement consenti. Et vous savez, les esclaves n'étaient pas payés. Hein. Oui, d'accord. Mais pour prendre des vacances, parce que vous êtes venu ici en vacances, et comme vous retournez sur le franc, ça veut dire que vous n'êtes pas pressé, ou alors qu'on n'est pas pressé de vous revoir là-bas. Comment faites-vous pour prendre des vacances quand vous dirigez un hebdomadaire, que vous avez des textes à faire, et puis quoi, encore les téléphones, et puis parler à votre femme, et puis... Oui, et puis faire un peu de radio, de télévision, tout ça. Non, ben voyez-vous, ça a été très simple pour partir ici. Vous m'en avez parlé au mois de décembre, je me suis préparé à partir de ce moment-là. C'était simple comme tout. Je veux dire que l'esclavage l'engrenage est à ce point serré que si vous voulez vous accorder un mois de vacances, il faut que vous travaillez à l'avance, que vous preniez de l'avance. C'est ça, il faut prendre de l'avance. Et c'est plus difficile pour Uderzo que pour moi, parce qu'il y a un temps matériel pour le dessin qu'on ne peut pas restreindre. Moi, s'il m'arrive d'avoir une idée, eh bien, ça va assez vite à ce moment-là. Tandis que lui, le temps, malgré tout, reste le même. Alors, s'il doit partir pendant un mois, eh bien, il faut qu'il fasse le mois précédent 2 mois de travail, ce qui est tout de même très dur. Avez-vous réussi à lui faire comprendre qu'il ne fallait pas qu'il prenne de vacances, lui? Oui, mais il a voulu me frapper. Ce qui, de la part d'un vieil ami, m'a fait beaucoup de peine. Et vous, est-ce qu'il vous arrive de vous trouver, vous n'êtes pas obligé de répondre à ça, bien sûr, mais j'aimerais bien que vous le fassiez, est-ce qu'il vous arrive de vous trouver dans la position de l'humoriste épuisé, l'humoriste
triste, celui qui en a marre, celui qui voudrait bien renoncer à ce travail-là. Non, pas exactement, mais je suis toujours dans la position de l'humoriste inquiet. C'est-à-dire, je ne sais pas si je vais trouver encore une idée. Pour tout vous dire, je ne sais même pas ce que je vais vous dire dans 2 minutes. Moi, je sais ce que vous allez dire dans 2 bon. minutes. Je peux même vous le dire tout de suite, mais Non, mais c'est simplement l'inquiétude. Alors, il y a des moments où ce travail est merveilleux. Ça vient tout seul, et puis on dit, c'est pas possible que je gagne ma vie à faire ça, je suis un privilégié. Il y a des fois où les idées ne viennent pas. Alors là, c'est l'angoisse, c'est la terreur. On a très peur. C'est un métier où on a toujours très peur. eh ben, je vais vous dire ce que vous allez me dire dans 2 minutes. Rien du tout, parce que l'entretien est terminé, et sans vouloir faire de publicité à vos concurrents, si vous voulez parler, maintenant, c'est Tintin. Merci. Merci.